Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 18h20 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous avons été rejoints par Alain Bauer. Nous sommes avec Catherine Ney, Éric Nolot, Eugénie Bastier et Louis de Ragnel. On évoque la violence des jeunes et ce qui s'est passé à Sanary-sur-Mer. Évoquons aussi ce qui s'est passé à Lyon avec des images absolument insupportables de vidéosurveillance qui nous ont été fournies à CNews et Europe 1 par la mère de la victime. Ce garçon s'appelle Théo. Il a 19 ans. Il aurait pu être mon fils ou le vôtre. Il a été littéralement passé à tabac par des jeunes qui le poursuivaient, qui s'en sont déjà pris à lui à plusieurs reprises. Ils lui ont sauté sur la tête. Tout ça pour un téléphone portable. On fait le point avec Juliette Sadat et on en débat ensuite. Ces images de vidéosurveillance sont pratiquement insoutenables pour la maman de Théo, bientôt 20 ans. Alors qu'il rentre de son job étudiant samedi soir dernier, une bande d'adolescents se jette sur lui pour lui voler son téléphone portable. On lui disait vas-y donne ton téléphone, on va tuer, vas-y. Il a eu un moment où il a dit je me suis sentie partie, mais je me suis dit il faut que je réagisse et je pouvais pas leur donner le téléphone, j'arrivais pas, j'avais la main qui tremblait, j'y arrivais pas. Maman, je te jure, tu m'avais dit de tout donner, j'allais tout donner, mais ils me laissaient pas, ils arrêtaient pas. Il arrive à sortir son téléphone. Une fois qu'il a sorti son téléphone, en fait le mec lui assène des coups en lui disant donne ton code, il lui dit s'il te plaît. Donc le mec s'arrête, il lui donne son code et là ils partent. Et là il me dit, j'ai réussi à me lever en me disant maman, je suis pas mort. Ce n'est pas la première fois que Théo a affaire à ces individus. C'est la 3e fois qu'ils croisent leur chemin. Il avait déjà été frappé et menacé en août et quelques mois plus tard. Théo et sa mère ont déposé plainte au commissariat. 5 suspects ont été arrêtés. Tous sont connus pour des faits d'agression verbale ou physique envers des riverains de ce quartier de Lyon. De quoi révolter cette mère de famille. L'agresseur de mon fils qui lui a sauté sur la tête pendant 2 minutes a 25 chefs d'accusation. Comment on a pu en arriver là ? Après enquête, 3 des 5 mineurs sont aujourd'hui poursuivis pour vol aggravé et violence en réunion. Le parquet a requis leur placement sous contrôle judiciaire, seule mesure possible au vu de leur jeune âge. Voilà, ça veut dire que ces 5 agresseurs qui ont été interpellés sont aujourd'hui libres. Ils ont absolument, 3 ont un contrôle judiciaire, les 2 autres n'ont rien. On va juste écouter Théo qui lui aussi a accepté de témoigner de ce traumatisme et de cette agression. Écoutez-le. Ils m'ont tabassé. J'étais en position fétale pour essayer de me protéger le maximum et surtout la tête parce que c'est là qu'ils frappaient. C'était que des coups de pied comme un ballon de foot, quoi. Ils m'ont sauté dessus aussi à pieds joints tout en m'insultant et en me menaçant de moi. Voilà pour Théo, ce témoignage a été recueilli par Europe 1 et Jean-Luc Boujon qui sera en ligne tout à l'heure avec nous, qui est le correspondant d'Europe 1 sur place. On est frappé, Alain Bauer, par cet ensauvagement de la jeunesse et par la faiblesse de la réponse, de la justice. Les 5 qui ont, et nos auditeurs peuvent le voir s'ils vont sur le site d'Europe 1 ou de CNews, on voit les images, on voit la violence déchaînée. C'est pas fait pour juste un téléphone portable. C'est fait pour faire du mal et éventuellement tuer. Oui, vous pourriez revenir il y a quelques mois sur ce jeune homme agressé et tué pour un téléphone portable et qui étaient eux-mêmes sous contrôle judiciaire avec interdiction d'être ensemble. Le jeune Elias. Voilà, donc alors il y a plusieurs sujets. D'abord, c'est pas les juges qui font la loi, ce sont les parlementaires. D'accord. Donc là, ils sont les 5 dehors et on a du mal à s'en satisfaire. Alors. Non, mais un beau matin, je rappelle que c'est nous qui les élisons. Il est naturel de critiquer les parlementaires quand ils font n'importe quoi. Il est naturel de les critiquer quand ils se rendent compte qu'ils ont fait n'importe quoi et ne savent pas comment revenir en arrière. Parce que la plupart des commissions d'enquête parlementaires font le constat d'erreurs gravissimes et tragiques faites par des gens qui n'ont pas fait une commission d'enquête préalable pour savoir ce que les acteurs de terrain auraient pu leur proposer de faire de manière intelligente. Mais nos enfants meurent sous les coups de ces gens-là aujourd'hui, Alain Bauer. Mais je le répète, donc c'est la faute de personne. On ne va pas demander aux magistrats de changer la loi, il faut le demander aux parlementaires. S'il faut une révolte citoyenne dans ce pays, c'est de rappeler aux parlementaires qu'il faut qu'ils fassent leur métier. Elle commence la révolte. Les mamans se révoltent. Oui, je pense à la maman d'Elias. La révolte se fait par un instrument extrêmement puissant et beaucoup moins contondant qui s'appelle le bulletin de vote. Vous avez raison. Et de ce point de vue-là, il y a un sujet, parce que la plupart des parlementaires qui viennent pleurer, y compris parfois ici, sont ceux qui ne se rappellent pas avoir voté les fameux textes en question. Donc il y a un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est sur la fameuse âge de minorité. L'âge de minorité en France a beaucoup évolué. La création de l'adolescence est quelque chose de relativement moderne et donc pour des raisons de protection de l'enfance, on n'a pas pris en compte la violence des mineurs. Or la violence des mineurs, elle est née
de leur transformation de mineur à majeur, qui est à la fois une transformation biologique, psychologique. Maurice Berger, que vous avez beaucoup cité, et peut être beaucoup plus disert que moi sur cette question, et surtout sur la manière dont la gestion sociale, environnement familial, environnement éducatif, environnement institutionnel se présente. Tous ces éléments se sont retirés, comme si la société pouvait s'autoréguler naturellement dans la joie et la bonne humeur. Enfin, le surinage, ça date des Apaches, il y a un siècle, et il se trouve que la société, le surinage, le surin, la société avait réussi à maîtriser ça par une répression, une prévention et une dissuasion extraordinairement efficace, qu'elle a aussi oublié à partir du moment où les réseaux sociaux d'un côté, la radiosphère de l'autre, et le fait de libérer les enfants par une espèce d'absence de contrôle, parce que c'était le moment où ils allaient s'auto-découvrir, et qu'en fait, moins on fixait de règles, plus on pouvait s'exprimer librement, a amené à décentraliser le contrôle parental vers le contrôle de la télé d'un côté et des réseaux sociaux de l'autre. Le cumul de tout ça, pour répondre un peu à ce qu'a dit très justement Eugénie Bastier tout à l'heure, c'est le cumul de tous ces éléments qui donnent des éléments d'explication. Il n'y a pas besoin de faire un immense audit pour trouver ces explications. Par contre, il faut concentrer tous les éléments d'information criminologique dont on dispose pour dire ce qu'on sait. Mais la réponse essentielle, elle est dans le retour à la responsabilité de ceux qui font la loi. D'accord. On va écouter encore une fois la maman de Théo et on rejoindra Jean-Luc Boujon, qui est le correspondant d'Europe 1, qui nous a permis d'avoir ces témoignages. Et vraiment, je le remercie parce que si on en parle aujourd'hui, c'est grâce à lui et puis grâce à la volonté de cette maman de dire « je ne veux pas que cette agression, elle tombe dans les oubliettes ». Parce qu'avec si personne n'en parle, évidemment, elle tomberait dans les oubliettes. On écoute cette maman. Quand on regarde les journaux encore aujourd'hui, c'est répétitif, c'est pas seul, et c'est ça qui est triste. C'est dans toutes les villes, et à Lyon, ça n'arrête pas. Cette bande, elle est connue et reconnue, même la police en a marre. Quand on discute avec eux, ils nous regardent en disant « merci madame, parce que je vous ai contacté ». Vous voyez où on arrive? Les policiers disent « merci madame », alors que c'est à moi de les remercier parce qu'ils ont fait leur travail. Il y a un premier, donc celui qui gentiment s'est amusé à faire du trampoline sur la tête de mon fils. Il a 15 ans, il a 25 chefs d'accusation, donc 25 connus quand même, parce qu'il y en a bien qui sont passés à travers, et dont une pour torture. C'est un fait de société parce qu'on n'a plus de moyens, mais on l'a vu surtout, le fait de société va sur la police, va sur ses enfants surtout. En fait, on l'a vu même à l'hôpital, quand on est allé pour mon fils, on nous a fait attendre. Il devait urgemment passer un scanner, j'ai attendu 3h30 avec mon fils en agonie. On m'a dit un coup il peut boire, un coup il peut pas boire, enfin plein de choses comme ça. La police est totalement... ils savent plus quoi faire en fait. Ils les croisent, ils nous disent on fait que de les croiser, on sait que c'est eux, on n'a rien, on n'a pas d'image. Aujourd'hui, heureusement, on a eu des images. Heureusement. On a eu des images qui ont permis à 5 interpellations mardi matin. Il y a 14 personnes au total. Ils sont mineurs. Voilà, ils sont mineurs et ils sont en liberté. Jean-Luc Boujon, bonsoir. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Lyon. Vous avez été à la rencontre de cette maman, de Théo aussi. Vous comprenez évidemment cette colère qui anime la maman de Théo ? Oui, parce qu'elle a une impression d'impunité, puisqu'elle le dit, les policiers les connaissent, les policiers parfois les arrêtent, et puis ils ressortent. Et puis c'est aussi le sens de la décision qu'on a appris aujourd'hui par le communiqué du procureur, c'est-à-dire que ce sont des mineurs dont on nous dit qu'ils vont être jugés, et ça, il n'y a pas de problème, mais que finalement, à cause de la loi telle qu'elle est, ils vont sortir. Alors certes, ils sont sous contrôle judiciaire, ils vont devoir pointer au commissariat, mais le reste du temps, ils sont dehors, c'est-à-dire qu'ils vont recroiser leurs victimes. Alors a priori pas Théo, parce que Théo n'est pas sûr de retourner dans ce logement, mais je me suis baladé dans le quartier, on est dans un petit quartier dans Gerland, donc on est dans le cœur de la ville, dans le 7e arrondissement, quartier plutôt neuf, récent, on n'est pas en banlieue, vraiment il y a des immeubles récents, et en fait j'ai rencontré une jeune lycéenne de 15 ans qui elle aussi a été prise à partie, frappée il y a 3 semaines par ces jeunes-là, et elle nous dit en fait ce sont des jeunes qui pris isolément sont tout gentils, elle les appelle les petits, c'est des gamins qui ont 13, 14 ans, 15 ans, donc elle dit c'est des petits, c'est des collégiens, moi je suis lycéenne, et ils s'en prennent à moi quand ils sont en bande, ils sont infernales, ils se tiennent plus, et là elle raconte qu'elle était avec un ami qui avait un paquet de bonbons dans les mains. Les jeunes sont arrivés, ils ont dit tu nous donnes ton paquet de bonbons, rien que pour ça, pour un paquet de bonbons. Et l'ami a dit non, la fille a essayé de s'interposer, elle s'est dit je suis une fille, ils vont pas oser me frapper, ils l'ont frappée. Elle a reçu des coups de poing au visage, des coups de poing dans le cou, des coups de pied dans les jambes, ils étaient à 3 sur elle, et ils ont fini par s'arrêter. Alors là c'était pas pour voler, etc., c'était juste parce qu'on leur a dit non, on te donnera pas ça, et donc ça pose aussi la question du cadre, c'est-à-dire pourquoi ces enfants, dès qu'on leur dit non, ils réagissent comme ça. Mais pour revenir à leur profil, ça veut dire que ce sont des gamins qui sont
insérés d'une certaine façon. En tout cas, ils sont scolarisés. Et puis, dès qu'ils sortent du collège, c'est le collège Gisèle Halimi dans ce quartier de Gerland, eh ben, ils se transforment en délinquants parce qu'ils sont en bande, parce qu'ils sont abreuvés, me dit-on, de jeux vidéo, parce que le cadre parental est sans doute trop lâche, et ils se transforment en délinquants et ils sèment la terreur dans ce quartier de Gerland depuis des mois, en toute impunité, parce que les policiers, je vous le disais, ils les arrêtent et puis ils ressortent parce que ce sont des mineurs et qui sont protégés par ce statut-là. Et donc on ne sait pas ce qui va se passer demain, après-demain. Ils vont peut-être revenir en étant encore un peu plus glorieux parce qu'ils auront, ils auront passé quelques jours en garde à vue et ils vont pouvoir faire un petit peu les cadors. C'est sans doute ça qui va se passer dans les jours qui viennent. Merci beaucoup pour ce récit, Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1. Catherine Ney, on voit ces jeunes, on a l'impression d'une jeunesse à la dérive, alors pas toute la jeunesse, il ne faut pas exagérer, mais que ces faits de violence s'accumulent, sont de plus en plus barbares. Ce qu'on voit là, c'est barbare. Monsieur Berger, qui connaît bien le sujet, dit en fait que ce ne sont pas les députés qui ont la main trop faible en faisant des lois, ce sont la justice telle qu'elle l'applique, parce qu'il cite le cas d'un homme de 25 ans qui a été frappé sans raison et qui, au sortir d'une boîte de nuit, mis au sol et qui en a gardé une encéphalie, des séquelles majeures. Eh bien, les faits sont qualifiés de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente passible de 10 ans de prison. Or, les agresseurs, 2 récidivistes, sont condamnés à 10 mois de prison avec sursis. Et le parquet ne fait pas appel. Et cet auteur ne fera pas un seul jour d'incarcération. Et malgré des casiers judiciaires fournis, beaucoup de jeunes qui ont agressé ont dit « mais moi, nous, on n'a jamais été condamnés parce qu'ils n'ont jamais fait de prison ». Donc, pourquoi s'arrêterait-il ? Et même, il dit qu'aujourd'hui, un juge qui aujourd'hui appliquerait les peines votées par les députés apparaîtrait probablement comme un justicier excité, se trouverait assez isolé, voire désavoué en appel. Voilà. Et tout gouvernement qui tenterait d'impulser une telle politique pénale inverse du code pénal des mineurs serait qualifié de fasciste. Donc il y a vraiment une distorsion entre ce que le politique voudrait faire, les lois qu'il voudrait faire voter, et la justice qui ne les appliquerait pas. Rapidement, Louis de Ragnel, Éric Nolot et Eugénie. Non, mais je rejoins ce que dit Catherine. En fait, c'est la description d'une impuissance totale. Dès que le fait se produit, tout le monde est très ému et tout le monde a plein d'idées. Et puis, dès que le texte arrive dans l'hémicycle et que les députés sont soumis au vote, à ce moment-là, il y a des postures politiques qui font que les textes soit sont complètement vidés de toute leur force. Je pense à... Il y a plein de... Même la loi que Gabriel Attal voulait faire voter sur la violence des mineurs. Je pense même, on parlait des refus d'obtempérer ces derniers jours, l'idée de la présomption de légitime défense pour les policiers, eh bien, au moment où ça arrive à l'Assemblée nationale, il n'y a quasiment plus personne. Et donc, les hommes politiques, les personnalités, les députés sont extrêmement lâches en réalité, dès lors qu'ils sont confrontés à une vraie responsabilité qui est de changer la loi. Et la plupart du temps, c'est pour des raisons de posture politique, politicienne. C'est ça qui est vraiment regrettable. Et pendant ce temps-là, Éric, nos enfants se font massacrer. D'abord, je dois vous avouer que je nourris envers les agresseurs de Lyon des pensées mauvaises que je garde pour moi, et qu'ensuite, à mes yeux, ce ne sont pas des mineurs, ce sont des barbares et des petites ordures qui doivent être traités comme tels. J'en ai marre d'entendre parler du droit des agresseurs et aussi peu du droit des victimes. Là, les images sont révoltantes. Ils se transforment. Il paraît qu'ils sont gentils individuellement. Moi, je demande à voir quand même. Enfin, quand ils sont en bande, j'allais dire en meute, ils se transforment en animaux sauvages. Parce que ces gens-là ne se comportent pas comme des humains, à sauter à pieds joints. Ils veulent pas seulement piquer le téléphone, ils veulent faire mal. Ils sont du côté du mal. Il faut les traiter comme tels. Il faut une révolution judiciaire, qu'on les traite enfin comme ils le méritent, pour qu'il n'y ait pas d'autres cas. Eugénie, rapidement. Non, moi je m'interroge simplement, effectivement, on parle de l'État, du rôle de l'État. Je m'interroge aussi sur le rôle des familles et des parents de ces adolescents. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces familles pour qu'on en arrive à un tel degré de violence? Il y a sans doute des manques éducatifs, peut-être des familles où la violence est la norme. Et donc je pense que malheureusement, l'État ne pourra jamais remplacer totalement le cadre familial et les parents. Et donc c'est interroge sur notre capacité même à l'avenir à résoudre ce genre de problème, parce qu'il y a de plus en plus de familles disloquées avec des schémas parentaux de violence, parfois qui sont liés d'ailleurs à des pratiques culturelles. Et ça, je pense qu'on est assez démunis à l'avenir pour vraiment... Parce que l'État ne pourra jamais se substituer au cadre familial.